Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais absolument faire celle-ci pour vous faire découvrir le Play to Earn et le Metaverse. C'est deux choses qui sont liées, mais qui surtout en fait dépendent de divers marchés qui ont pris leur évolution, leur maturité et qui se sont réunis justement pour créer cette nouvelle vague. On y est, on a un marché qui repose surtout sur, ici, au niveau du Play to Earn, sur le jeu vidéo. C'est quelque chose qui est énorme, un gros marché, et qui est arrivé à une maturité, vous allez comprendre ça, avec justement les autres secteurs. La technologie est là, et je pense qu'il ne faut absolument pas passer à côté. Alors le meilleur moyen que j'ai trouvé justement pour vous faire découvrir ça, ce métaverse, le Play to Earn, c'est justement de revenir dans le passé, de vous expliquer comment on en est arrivé là. Alors, je n'ai pas fait un documentaire, je ne suis pas documentariste, je ne suis pas journaliste. Je fais ça juste par envie, par passion, pour vous faire partager. Donc, il y a des omissions, c'est clair. Par exemple, je n'ai pas parlé du défi. Il y aura certainement des erreurs, parce que je ne suis pas un pro de la technologie et autres. C'est pas grave, tout n'y est pas, tout ne sera pas à tête d'épingle, pointilleux, c'est pas grave, c'est du partage. Et cette vidéo est un peu longue, donc voilà, je vais vous faire partager pas mal de choses, vous faire comprendre l'évolution de tout ça. Si c'est un peu trop long pour vous, et si c'est juste le Play to Earn qui vous intéresse, allez directement à la dernière partie, pas de souci. Et si par contre vous êtes prêt justement à m'écouter pendant 40 minutes, mais que c'est quand même un peu long, on est sur YouTube, on est entre nous, vous pouvez aller dans l'onglet paramètres justement de la vidéo, et vous pouvez mettre en accéléré. Je vous assure qu'il y a des moments, c'est bien pratique. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on regarde ça ensemble, bon visionnage. Dans notre première partie, on va parler des jeux de cartes, parce que les Play to Earn partent à partir justement de ça, et on va voir quelles sont les limites justement de ces jeux de cartes, et à quel point maintenant c'est devenu mature au niveau du marché. Il y a des années de ça, quand j'étais ado, alors maintenant j'ai 40 ans, 40 balais au moment où je fais cette vidéo, mais quand j'étais ado, il y avait un truc qui marchait, enfin dans certains milieux, chez les geeks, qui s'appelait les cartes Magic, Magic the Gathering. Il y a des gens qui y jouaient, il y en a certains qui jouaient cachés, il y a même des profs qui parfois y jouaient, et ouais, ça s'est échangé dans certaines cours d'école, mais ça n'a pas forcément pris. Par contre, les jeux de cartes, déjà à cette époque, les jeux de cartes en général, les trucs à collectionner existaient déjà, mais se jouaient pas forcément, ou très peu. Il y avait même aussi à un moment des cartes Dragon Ball Z, et puis plus tard, alors, par contre, ce que vous avez certainement plus entendu parler, parce qu'il y a eu aussi bien sûr des dessins animés là-dessus, c'est le jeu Yu-Gi-Oh! Le jeu Yu-Gi-Oh! Donc le dessin animé, c'est tiré d'un jeu de cartes, et vous avez certainement vu, peut-être que vous-même vous y avez joué, des gamins qui jouaient justement aux cartes Yu-Gi-Oh! Donc c'est deux exemples qui sont vraiment marquants par rapport justement à ce monde-là, et bon maintenant c'est plus facilement accepté, c'est plus facilement reconnu, puis il y a eu aussi des tournois, en tout cas surtout pour Magic, c'était vraiment le gros jeu où il y avait justement des tournois, mais ce qui est intéressant à noter, c'est que ces cartes avaient des niveaux de rareté, des cotes de valeur. C'est ça aussi qui nous intéresse maintenant en termes justement aussi de business, c'est de voir que ces cartes peuvent prendre en valeur, donc on peut en acheter pour pas cher et les revendre plus cher. Ça, c'est une chose. Et on va voir aussi la conséquence plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, et aussi encore aujourd'hui, il existe donc des jeux de cartes physiques qui ont des valeurs. Le problème, justement, comme je vous le dis, c'est que ça se fait, ou ça se faisait dans certains milieux un petit peu réservés, même s'il y avait des tournois, c'était pas toujours accessible, ça l'est plus, ça s'est plus démocratisé, et ça avait un côté physique. Et c'est peut-être à la fois une bonne chose et une limitation. Et on va voir que maintenant, avec les technologies actuelles, on peut aller bien sûr beaucoup plus loin. Voyons maintenant la deuxième partie dont je voudrais vous parler, c'est le secteur du jeu vidéo. Le secteur du jeu vidéo, c'est un secteur qui est énorme. C'est un secteur qui ne connaît pas la crise. Même dans les crises précédentes, économiques et autres, le secteur du jeu vidéo, il continue à tourner. Pendant, en plus, la période confinement Covid-19, le jeu vidéo, il a continué de cartonner. Les gens étaient cloîtrés chez eux pendant le confinement.
qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'ennuyaient, et pour certains, justement, ils jouaient aux jeux vidéo. Donc ça a continué d'exploser. C'est un milieu, un secteur qui ne connaît pas la crise. Et c'est un des secteurs, justement, qui est un des plus importants, vraiment financièrement, au monde. Donc au départ, c'était juste des gamins qui jouaient à des jeux vidéo, et puis maintenant, non, ce sont les adultes et les parents qui jouent aux jeux vidéo. Et bien sûr, ils ont entraîné avec ça leurs gamins. Donc on a vraiment quelque chose qui est très mûr, qui est très mature, un gros marché qui est là dans le monde du jeu vidéo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là aussi dans le jeu vidéo, il y a des tournois de jeux vidéo. En Corée, surtout les Coréens sont très forts là-dessus, ils ont des tournois gigantesques de jeux vidéo dans des arènes, dans des trucs limite des stades de foot, quoi. Ça a la taille des stades de foot, qui jouent à StarCraft 2, bon, ça commence à être dépassé, mais ça se joue toujours, et bien sûr à plein d'autres jeux de jeux de tir, de jeux de guerre, de trucs comme ça. C'est assez impressionnant, et donc il y a aussi beaucoup d'argent dessus. Voilà, on peut parler, c'est ce qu'on appelle du e-sport. Du e-sport à tel point que justement l'équipe de France de football a maintenant normalement sa propre équipe de e-sport, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Bref, pour vous dire encore que là, il y a un marché et bien sûr les gens suivent aussi de plus en plus ça. Donc on peut parler de tournois, mais il y a aussi des tournois, on va dire organisés par des gens plus ou moins connus, comme des youtubeurs, et maintenant bien sûr on parle de Twitch, bien sûr. Ce qui est intéressant de voir en termes aussi maintenant, c'est les différents modèles du jeu vidéo, du secteur du jeu vidéo. En premier, on avait surtout le pay to play, c'est-à-dire payer pour jouer. Eh ouais, on a acheté nos cartouches de jeux vidéo, on a acheté nos consoles de jeux vidéo, et on pouvait jouer parce qu'on payait pour ça. Il y a eu aussi, avec l'internet qui est arrivé, on a eu des jeux qui ont été gratuits, et même avant, parfois on pouvait avoir des jeux gratuits, des CD de démonstration, des trucs voilà, qu'on avait, donc on pouvait commencer à jouer aux jeux gratuitement, et puis bien sûr, c'était pour nous donner l'eau à la bouche, pour nous faire saliver, et dire voilà, regardez les démos, on avait ça parfois dans des magazines ou dans des salons, des machins, dans des grandes surfaces, ils nous donnaient des petits CD comme ça, où il y avait une partie du jeu, c'était le début du jeu, et puis ça nous faisait saliver, et puis après on avait envie justement d'acheter justement ce jeu vidéo. Donc ça c'est le free, le gratuit, et puis bien sûr avec internet, il y a eu d'autres jeux gratuits qui sont arrivés, des jeux entièrement gratuits, mais qui ont été financés bien sûr par la publicité. On a été envahi de pub, on est envahi de pub, c'est aussi la data de la donnée entre la publicité et justement nos données qui sont récupérées et qui sont vendues. On a aussi bien sûr le freemium, c'est-à-dire qu'on a un jeu de base qui est gratuit, mais qui a ses limites. Si on veut aller plus loin ou si on veut se booster plus rapidement en termes de compétences, en termes de peut-être de fois de ressources, eh bien on paye pour ça. Par exemple, je suis dans un jeu de construction, je veux tout de suite avoir 500 de pierre et 500 d'or pour pouvoir construire des bâtiments, eh bien je vais peut-être payer 2-3 euros directement au système, au lieu de perdre du temps à miner, à envoyer mes pauvres paysans ou mes pauvres personnages du jeu qui vont miner ça, qui vont chercher les ressources pendant 3-4 heures. Je peux accélérer justement ça. Donc il y a des freemium où justement on peut après aussi acheter des personnages ou des bâtiments ou des trucs plus importants comme ça, accélérer, booster. Autre type aussi, on a bien sûr les abonnements. Les abonnements, alors ça s'est fait surtout avec la possibilité qu'a laissé Internet, qu'a laissé le multivers, les jeux online, les jeux en ligne. Il y a des jeux qui se sont faits, donc qui ont été accessibles qu'en ligne ou quasiment qu'en ligne, ou tout le moins en fait les quêtes principale ou quasiment tout l'univers était en ligne. Et c'est là où ça a été très intéressant parce que on a vu émerger comme ça une autre manière de jouer. Au lieu de jouer simplement dans son coin ou bien sûr de jouer quand son pote il venait comme ça à 2 ou 3, et bien là on jouait à plusieurs, on jouait avec parfois le monde entier, on pouvait jouer avec des gens qui étaient à 100 km de chez nous et on se réunissait, on créait parfois des clans, ce qu'on appelle des guildes, et on pouvait jouer comme ça. Et c'est souvent ce qu'on appelle des RPG, voire même des morphes,
des joueurs, enfin des jeux multi-joueurs, enfin multi-massifs, multijoueurs, je ne sais plus comment exactement. Voilà, souvent des jeux de type fantasy. Et il y a eu plusieurs jeux comme ça qui ont vraiment bien marché, qui ont eu comme ça des abonnements et qui ont cartonné, qui ont créé des univers, qui ont été aussi addictifs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces jeux sont super addictifs. Et il y a des gens donc voilà qui se sont enfermés dedans. En termes de jeux, je peux vous en citer quelques-uns. Il y a eu EverQuest, il y a eu WoW, bien sûr, donc ça c'est World of Warcraft qui a été un gros carton et qui a vraiment aussi emmené pas mal de gens. Il y a eu aussi Star Wars Galaxy, et ouais, Star Wars a eu son propre univers comme ça de jeu et ça a aussi très très bien marché. Il y en a un autre aussi, encore aussi dans la science-fiction qui s'appelle EVE Online. Donc voilà, ça ce sont quelques exemples de jeux comme ça avec abonnement où les gens se sont rassemblés comme ça et ont vraiment ont construit des guildes, se sont retrouvés, les gens y passaient j'ai vu des gens y passer parfois leur journée, quand ils ne travaillaient pas, ils rentraient chez eux et ils jouaient. Limite, ils ne dormaient pas la nuit, ils étaient en train de jouer. C'est pas une bonne chose pour la vie de famille, ça je vous le dis. Bref, passons. Je voudrais revenir un petit peu sur ça, sur ce modèle économique de ces jeux-là. On a parlé du jeu où on paye pour jouer. On a parlé du free, du gratuit. On a parlé aussi du freemium. Mais ce qui est intéressant et ce qui est aussi déplorable, ce qui était déplorable et ce qui contrebalance par rapport justement au play to earn qu'on va voir, c'est les jeux justement en ligne où les gens passaient énormément de temps à pouvoir construire passer énormément de temps, d'heures de jeu, à bien sûr booster leur personnage, puisque c'est ça, c'est ces jeux où justement avec les RPG, on va monter en level, en niveau son personnage. Au départ, on arrive, on est une merde de niveau 1, on peut limite rien faire, limite une morsure, ça nous tue. Et puis au fur et à mesure, on va devenir super baraque, avec super force, super endurance, avec des outils, ou enfin en tout cas des armes de malade. Et puis là, on va terrasser un dragon. Puis on va terrasser un démon avec toute sa guilde, parce qu'il fallait se réunir à plusieurs pour aller faire certaines quêtes. Mais ce qui est intéressant, donc fascinant, c'est que ces joueurs-là créaient vraiment l'univers. C'est eux qui entraînaient l'univers. Enfin, ils ne le créaient pas, mais ils participaient. Il y avait une vraie participation et qui n'était pas toujours reconnue. C'est ça le problème, justement, aussi. Les gens, ils payaient, ok. Les jeux coûtaient très cher en développement, ok. Mais à un moment, c'est quand même ces joueurs complètement addicts qui passaient un temps fou, qui justement aussi faisaient vivre ces jeux-là, qui faisaient progresser parfois les autres, qui s'emmerdaient à aller chercher les ressources, qui parfois étaient des forgerons, qui faisaient tout ça. Et au final, la reconnaissance était assez minime pour le temps qui y passait. Parce que mine de rien, passer tout ce temps comme ça à faire vivre ce jeu et justement aider les autres joueurs à avoir parfois des quêtes, des armes supplémentaires, des ressources supplémentaires, c'est une forme de travail. Il ne faut pas se le cacher. C'est une forme de travail. Il y a un moment, ça en devient ça. Il y a des gens, puisqu'il y avait des économies, des modèles économiques dans ces jeux-là, puisqu'on allait chercher des ressources, on créait parfois des armes, on vendait ces armes, ce qui nous permettait parfois aussi donc, de nous faire d'argent et de racheter les équipements. Voilà, il y avait des modèles économiques, mais qui ne restaient qu'en interne. Il y a des gens, bien sûr, et surtout des Asiatiques, qui ont été pas cons, qui se sont dit « Ah, nous, on va trouver un autre modèle économique, mais dans le monde réel. » Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Parfois, ils étaient tout seuls, ou ils étaient carrément des teams, des équipes entières. Il y a des mecs qui étaient carrément... c'était parfois des sociétés qui étaient à plusieurs dans un local. Ils jouaient pendant des heures et des heures à des jeux vidéo pour booster des personnages. Et ils revendaient ensuite ces personnages. Donc, nous, Clampin, quand on arrivait dans un jeu vidéo, au lieu de se taper tout depuis le début, d'être un level 1 qui pouvait se faire tuer dès le premier combat, eh bien, on pouvait acheter directement un personnage de niveau 50 avec des super armes. C'était un modèle économique possible. Bon, bien sûr, qui n'était pas vraiment reconnu par les sociétés. Enfin, ça les emmerdait un petit peu, mais voilà, c'était possible. Donc, on pouvait faire ça. C'était une économie alternative. Et c'était ça qui était génial. Et c'était ça où il y avait vraiment cette limite au niveau, justement, de ces jeux-là.
Et c'est là où justement intervient plus ou moins ce qu'on appelle maintenant le métaverse, c'est-à-dire d'avoir un univers bien sûr virtuel du jeu dans lequel on va, mais qui a aussi ses répercussions dans le côté justement présent, dans le côté réel de nous. Et il y a eu des jeux comme ça qui ont eu cette connexion entre le virtuel et le réel. Et le meilleur exemple, bien sûr, c'est Second Life. Second Life, où on se crée une seconde vie, on allait dans ce monde virtuel, on a acheté des terrains et autres, mais et pareil, du coup, on était obligé de payer, de sortir sa carte bleue pour pouvoir payer des équipements. Donc autant il y avait des gens qui savaient coder et qui créaient justement pour les autres, mais du coup qui se faisaient payer. Donc autant la société qui était derrière Second Life créait des choses et mettait à disposition sous paiement bien sûr aux autres joueurs ce qu'ils créaient, mais il y avait aussi des gens qui savaient coder, qui savaient faire des choses graphiques et autres, qui justement étaient rémunérés pour pouvoir, pour concevoir justement des choses pour les joueurs. Donc il y a des trucs de folie qui sont vendus, il y a des terrains, des maisons, des habits bien sûr, des outils, mais je crois qu'il y a même à un moment une station spatiale, enfin des prix de folie aussi à un moment, parce que voilà, il y a des gens complètement gaga qui craquaient, mais il y a aussi des entreprises. C'est là où c'était intéressant parce que les entreprises avaient commencé à sentir le truc. Il y a des entreprises qui commençaient à s'implanter aussi dans ces jeux vidéo, qui voulaient faire des événements, qui avaient une boutique en ligne. Je crois qu'il y avait une société de voitures qui avait sa propre boutique dans justement Second Life, et il y a d'autres sociétés comme ça. Mais au fur et à mesure, ça a décliné, ça n'a pas tant pris que ça. Il manquait encore quelque chose, il manquait... voilà, c'était pas encore complètement au point, c'est peut-être le côté aussi graphique, ou surtout le côté peut-être... il fallait une bonne machine, une bonne bécane, un bon internet... Bon, maintenant, beaucoup de gens ont une ADSL qui est bien plus importante qu'à l'époque, et puis surtout la fibre. Donc ça fait aussi toute la différence. Et puis il y a un certain nombre de choses qui faisaient que c'était limité et ça n'a pas complètement pris. Ça a marché plus ou moins un temps, mais voilà. Et il y avait un manque de régulation au niveau justement des paiements, des prix, des choses comme ça. C'était trop... tu fais ce que tu veux. C'était tellement ouvert qu'il n'y avait pas de limite. C'était nos limites. Et c'était un des soucis. Voilà ce que je voulais vous dire aussi, c'était le manque de reconnaissance. Autant on avait déjà des multiverses, des métaverses qui commençaient à se faire, mais qui n'étaient pas sur la masse, sur les gens où tout le monde allait, le WoW, le EverQuest, le Star Wars Galaxy. Non, le pognon se faisait simplement pour les sociétés. À moins qu'on était quelqu'un qui crée un personnage pour pouvoir après le revendre plus tard. Pareil aussi, je pense à ça, Diablo 2, Diablo 3, je sais plus, qui avait aussi une forge. Il y avait aussi des choses par rapport à ça. À un moment, la forge qui a été annulée. Ce sont des exemples. Mais ce que je veux dire, c'est que les joueurs, au final, n'étaient pas complètement récompensés. Et c'était ça où il y avait vraiment une limite. Passons à la troisième partie. Et on va voir maintenant que les gens qui sont sur le net, qui y passent énormément de temps, sont payés, récompensés quelque part. Alors pas toujours à la meilleure des valeurs, à la juste des valeurs par rapport au travail fourni. Il y a des gens qui sont plus connus que d'autres, ce qu'on appelle notamment des influenceurs. Voilà. Mais c'est ça, quatrième modèle, c'est vraiment récompenser les travailleurs du net. Et pour ça, on peut parler de plusieurs secteurs et surtout je vais parler du secteur du jeu vidéo, je vais en parler, mais on peut parler bien sûr des youtubeurs, on peut parler donc des joueurs sur Twitch, et on peut parler aussi des gens qui font des choses un peu coquins. Et ouais. Il y a, ils font partie des travailleurs du net, des gens qui passent énormément de temps pour créer du contenu sur Internet. C'est ça, des créateurs de contenu. Autant on a bien sûr des journaux qui créent des articles pour pouvoir créer du contenu et que ça soit lu et autres, qui mettent aussi des abonnements pour que ça soit lu. Des journalistes, des journaux qui créent des médias qui ont des abonnements pour que vous donnez de l'actualité. Ok, mais il y a d'autres qui sont plus dans le loisir créatif, le loisir en général, ou même parfois du loisir de connaissances, qui sont là aussi pour essayer d'être payés, qui passent du temps là-dessus. Donc,
Un exemple de youtubeur, ça peut être, je l'ai cité tout à l'heure, c'est le joueur du grenier. Il y en a d'autres, hein, on connaît Squeezie, Norman et compagnie. Il y en a plein d'autres comme ça qui essayent de créer du contenu. Autant ça peut être du loisir, autant ça peut être de la connaissance. Comme Poisson Fécond qui apporte aussi un peu de connaissances. Il y a aussi La Chaîne de Paul que j'aime beaucoup. Et puis il y en a d'autres encore comme ça qui essaient de nous apporter un peu plus de connaissances. Voilà, ça ce sont des youtubeurs, ok, ils sont récompensés. Il y a des joueurs aussi, bien sûr, les joueurs sur Twitch. Alors je connais pas trop Twitch, je vais pas trop m'aborder là-dessus. Il y a bien sûr d'autres types de loisirs récréatifs plus pour adultes. Il y a Pornhub, il y a aussi OnlyFans. Donc OnlyFans entre les nanas qui vont être en dessous sexy. Pareil sur Twitch, il ne faut pas se leurrer, il y a aussi ça, bien sûr, des nanas en dessous sexy qui jouent devant vous et qui vont se dandiner. Et ces gens-là, donc ces travailleurs du net, sont récompensés par 4 modèles possibles économiques. Le modèle économique, ça va être d'abord le premier modèle, ça va être le partage publicitaire, le partage de revenus publicitaires. Sur YouTube, on appelle ça la YouTube Money. Deuxième possibilité, ça va être les partenariats. Ah oui, maintenant il y a beaucoup de youtubeurs qui vont faire de la publicité pour des VPN, pour des jeux en ligne, des jeux de gaming, mais aussi pour de la protéine, enfin voilà, des trucs de musculation, et pour d'autres trucs comme ça. Et il y a le côté du coup influenceur. Ça, c'est le deuxième modèle économique. Il y a le troisième, bien sûr, ça va être les dons. Quand vous pouvez faire des dons à tel youtubeur, à tel twitcher, à tel... voilà. Surtout sur OnlyFans, hein, il fonctionne par abonnement et par don. C'est ça en fait. Le troisième modèle, c'est le don, voire donc le quatrième modèle, ça serait plutôt le côté abonnement. Le côté abonnement où on s'abonne et on a du contenu supplémentaire ou du contenu tout court. Donc comme OnlyFans, on va avoir justement l'abonnement. Et je pourrais citer un cinquième modèle qui est plutôt sur le côté infopreneur. Les infopreneurs qui vont donc vous donner du contenu, de la valeur sur YouTube, mais à côté de ça, ils vendent des produits, leurs propres produits, ou par affiliation, mais alors là, on en revient au partenariat, mais voilà, généralement, c'est plutôt, donc, ils vendent leurs propres produits, comme par exemple Antoine BM ou Olivier Roland, qui sont des infopreneurs, et qui vendent donc leur formation après en ligne. Et donc après, ça peut être aussi des formations, ou ça peut être simplement des gens qui se font s'y connaître et qui proposent aussi à côté, qui sont par exemple des thérapeutes, des coachs, et des choses comme ça. Donc après, ça va pas être une formation, mais directement du coaching ou des choses comme ça. C'est une manière pour eux aussi de se faire connaître. Donc voilà, voici des modèles économiques sur Internet, les gens qui travaillent, les travailleurs du net. C'est un peu comme ça que j'ai envie de les appeler. Mais avant de parler de notre quatrième partie, il faut absolument aussi que je parle de quelque chose parce que ça va l'introduire. Ça va être aussi qu'il y a une alternative au niveau des paiements. Parfois, certains paiements ont eu des blocages et notamment Pornhub a eu certains blocages de paiement à des moments. Il y a d'autres sites comme ça qui ont eu des problèmes au niveau des banques et qui ont commencé à voir des alternatives, à pouvoir payer les influenceurs, les travailleurs du net autrement. Et ça, grâce à la crypto-monnaie. Voilà, et surtout des influenceurs qui ont commencé à être payés par une autre alternative. Et donc, autant on peut parler justement, sur Pornhub, des gens qui ont été payés, je crois que c'est le Verge, si je ne me trompe pas. Sur OnlyFans, peut-être aussi. Voilà, il y a des sites qui commencent à mettre en place ce genre de solution. Mais il y a même maintenant des joueurs de foot qui commencent à être payés avec ça. Des joueurs de foot. Dans l'équipe de France, je ne sais plus quel joueur a été payé en partie dans une crypto-monnaie qui du coup a bien monté, ce qui permet, voilà, avec ce type de personnes, eh bien, ça influence justement aussi le cours des crypto-monnaies. Donc parlons de notre quatrième partie qui est sur justement la technologie de la blockchain. Qu'est-ce que c'est que la technologie de la blockchain ? Alors c'est venu avec justement ce qu'on appelle la crypto-monnaie Bitcoin. Donc c'est la principale crypto-monnaie, c'est la première crypto-monnaie qui est apparue et qui a amené donc un peu un bouleversement technologique et puis une manière de payer, de financer qui est vraiment différente, qui est alternative et qui n'est pas centralisée. La blockchain, donc je pense que si vous êtes sur ma chaîne, si vous écoutez cette vidéo, c'est certainement que vous connaissez. Je vais y revenir très très rapidement. Très succinctement, la blockchain, c'est quoi ? C'est un système technologique, c'est une technologie qui permet d'archiver des données. C'est un grand livre de compte, tout simplement.
Au lieu qu'on ait un livre papier de comptes où on va justement tenir les comptes, dire tiens, telle donnée avec telle personne, ceci, cela, une sorte de registre qu'on va écrire à la main, eh bien ça va être un registre qui va être numérique. C'est un grand livre de comptes, c'est une archive. Je dis ça vraiment pour simplifier, et cette archive, elle va être divisée en blocs. Avant, on pouvait peut-être avoir dans les archives, des parties, des pages, et voilà. Et là, cette fois-ci, ça va être divisé en blocs. Blockchain, donc des chaînes de blocs qui vont se succéder et qui vont archiver justement des contenus. Ça, la première utilisation qui a été faite de la blockchain, c'est la crypto-monnaie. C'est une monnaie, tout simplement. C'est de l'argent qui a été créé, donc de l'argent virtuel. Bon, après, il ne faut pas se leurrer, c'est pas nouveau, bien sûr. Enfin, on l'utilise. Il y a certaines personnes qui nous disent « Ouais, je comprends pas, la crypto-monnaie, c'est truc virtuel, je comprends pas, enfin, pour moi, ça me parle pas, ceci, cela. » Bah ouais, mais quand tu utilises ta carte bleue, tu fais quoi? Tu utilises de l'argent virtuel. Et même par rapport à l'argent réel qu'ont les banques dans leurs comptes, matériellement, elles ont beaucoup moins d'argent que justement ce qui est inscrit sur les comptes. Ce sont maintenant des comptes virtuels. Il y a une création qui a été faite de manière virtuelle par rapport à l'argent justement physique. Donc donc quand les gens ils disent je comprends pas la crypto-monnaie, je comprends que tout l'aspect technologique derrière ça devient un petit peu obscur, mais par contre c'est quelque chose qu'on utilise constamment avec justement notre carte bleue. On utilise de l'argent virtuel, mais qui est adossé à des choses qu'on connaît plus présentement, qui sont les banques. Il y a un système bancaire qui est derrière. Alors que les crypto-monnaies, eh bien, il n'y en a pas de banque. Il n'y a pas de banque, c'est pas centralisé, c'est justement décentralisé. C'est dans le cloud, c'est-à-dire dans l'internet, avec plein d'ordinateurs qui vont valider les transactions. C'est pas un organisme en particulier qui va valider la transaction, une sorte de centrale, votre banque ou voire la banque centrale qui va valider la transaction. Non. Là, ce sont plein d'ordinateurs à droite à gauche qui vont valider justement la conformité de l'archive, qui vont vérifier si l'archive est bon et autres, et vont valider les transactions. Donc, pour vous dire que la première utilisation de cette blockchain, de cette technologie, a été sur les crypto-monnaies. Mais bien sûr, elle a été utilisée pour d'autres choses, puisque c'est de l'archivage, c'est de la donnée. Et bien donc, on utilise cette technologie pour des bases de données. Et actuellement, il y a bien sûr des assurances, des banques qui l'utilisent. Il y a des assurances qui vont s'envoyer des données, les données de leurs clients, à droite, à gauche, entre différents pôles, et puis notamment le central, et vont le faire grâce à l'utilisation de la blockchain. Donc la blockchain, cette technologie, c'est une technologie qui permet beaucoup de choses mathématiques et qui va nous servir pour ça. Donc il y a bien sûr, comme on peut faire de l'argent, comme on peut faire des données, des trucs comme ça, on peut faire aussi des contrats. Pourquoi pas faire des contrats? Et là c'est pour ça qu'on parle de smart contrats, des petits contrats. On peut faire plein de trucs au niveau des smart contrats. On peut faire de la location, on peut bien sûr facturer, on peut faire des échanges, on peut dire qu'on possède quelque chose. Et c'est là où ça va nous intéresser justement, c'est par rapport à la possession, à la vérification d'identité et même au traçage. Les smart contrats sont là-dessus justement. Il y a justement des sociétés qui en avaient assez de voir que leurs produits étaient copiés, n'étaient pas, reconnus et autres. Et ils ont voulu mettre de la blockchain derrière. Ils se sont dit, bon voilà, on va valider, on va identifier nos produits. Donc il y a je crois que c'est Nike qui a mis en place avec le V-Chain, justement, de la crypto-monnaie derrière. Enfin, pas de la crypto-monnaie, de la blockchain. Pour dire, voilà, votre paire de chaussures est bien une chaussure Nike, vous pouvez le vérifier grâce à la blockchain. Donc il y a des identifications qui se font. Sur des grandes marques de luxe, il y a maintenant parfois sur certaines marques de luxe justement de la blockchain pour identifier que justement c'est un vrai produit de luxe et pas un produit chinois, une copie. C'est pour éviter justement la copie. Et pour aussi identifier parfois le propriétaire. On identifie le propriétaire grâce aussi à la blockchain, puisque c'est encore cet archivage, on archive justement les différents possesseurs.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est le traçage qu'on peut faire. Au niveau des usines, au niveau d'un produit, on peut tracer un produit de son extraction à sa fabrication. On peut justement tracer. Et c'est ce qui est fait notamment parfois dans les chaînes de voitures. On voit justement l'évolution grâce à la blockchain du produit qui est amené, qui est construit au fur et à mesure et qui est après amené en magasin. Donc voilà vraiment les possibilités de la blockchain. Et c'est là où je veux en venir justement, c'est dans notre partie, notre 5e partie, c'est par rapport à cette identité qu'on fait au niveau justement de produits, de luxe. Eh bien, il y a des gens qui l'ont fait, comme je vous ai dit, sur le luxe, l'art. Il y a des œuvres d'art qui ont commencé à être mis justement sous crédit de blockchain. Il y a des œuvres numériques qui ont commencé à être mis en blockchain, qui ont été numérisées et qui ont été associées, backées à la blockchain. Et c'est là où on en vient au NFT. NFT, c'est quoi? C'est token non fongique, non interchangeable. Il faut comprendre exactement derrière. Je ne vais pas trop m'aventurer sur le sujet et aller trop loin. Mais pour vous dire que, imaginez une image virtuelle. En gros, c'est ça. Vous avez une image virtuelle, une image numérique, eh bien, vous la mettez justement dans la blockchain. Vous l'associez à la blockchain. Vous créez une image et là, vous dites, voilà, cette image, je l'archive dans une blockchain. C'est exactement ça, les NFT. Donc, il y a des œuvres d'art. Autant il y a des œuvres d'art qui ont été associées à des blockchains, des smart contracts pour dire voilà, je vends cette œuvre d'art à cette personne, comme ça l'acheteur et le vendeur sont identifiés et on sait maintenant que cette œuvre d'art appartient à telle personne. Il y a des smart contracts qui ont été passés comme ça, mais il y a aussi directement des œuvres d'art numériques qui ont été créées et qui ont été associées à des blockchains. Et c'est là où ça devient très intéressant parce que du coup, il y a des gens qui ont commencé à créer des collections numériques. Autant il y a des gens, des sociétés qui ont voulu récupérer des images qui ont déjà été faites, genre Marvel qui va vous sortir une couverture d'un magazine et qui va le numériser et qui va dire tiens, je vends justement le NFT de telle image, de telle couverture ou de tel dessinateur. Ok. Mais il y a des gens qui ont créé directement des collections comme ça, en NFT. Et il y a un truc qui a super bien marché en 2017, et ça a été complètement dingue, ça a été les CryptoKitties. C'était des images de chats. Une collection d'images de chats. Les gens ont craqué. Il y avait un petit côté Pokémon, en fait. Je pense qu'il y a un petit effet Pokémon qui est arrivé. Et donc, les gens ont craqué avec ces images de chats. On sait très bien ce que donnent les images de chatons sur YouTube. Et ça a carrément saturé une des blockchains principales, qui est la blockchain Ethereum. Oui, j'ai oublié de préciser pour ceux qui ne le savent pas, il y a bien sûr différents types de blockchain, différents types de technologies de blockchain. Autant le Bitcoin a été la première, elle a eu ses limites, elle a essayé d'évoluer, et puis il y a d'autres blockchains qui sont arrivées par la suite et qui ont essayé justement de faire évoluer ça, la technologie, et voilà, il y a plusieurs générations, plusieurs types de blockchain. Donc l'Ethereum a été clairement à un moment saturé par rapport à ça, à cause de cette collection de CryptoKitties. Et en quelques jours, il y a un total vendu de 5 millions de dollars qui a été fait sur ce truc-là. Complètement dingue. Une grosse hype. Et pour vous dire, le chat Genesis, il a été vendu 246 Ethers à l'époque. Alors, quand on sait combien vaut maintenant un Ethereum, aujourd'hui, on peut se dire 246, ça fait quand même un petit peu mal. Ça fait quand même assez cher, justement, cette carte, cette image numérique associée à la blockchain Ethereum. Donc voilà, ce sont des choses qui ont été faites et ça a pu montrer que le marché était mûr. Le marché était mûr justement pour aller maintenant dans la collection de cartes, de la collection justement numérique associée donc à une technologie blockchain. Et c'est là où je vais rattraper la première partie où on a parlé de jeux de cartes. Vous voyez où je voulais en venir et tout le cheminement. C'est là où je veux en venir sur cette autre partie. 6e partie sur justement les jeux de cartes et la crypto-monnaie. Une nouvelle économie. Donc on a vu précédemment que les jeux de cartes étaient au départ physiques, ça pouvait s'échanger, elles avaient des cotes, ok.
eh bien, il y en a certains qui se sont dit, bon, bah voilà, puisqu'on crée des NFT, des cartes virtuelles qui sont associées à la blockchain, qui ont une certaine valeur, on peut aussi faire donc des jeux de cartes qui pourraient aussi s'échanger et qui pourraient prendre de la valeur. Donc, il y a des gens qui sont amusés justement à créer ça, des cartes, voilà, des cartes qui sont jouables. On a des personnages qui sont sur des cartes qui peuvent représenter des guerriers, des chats ou d'autres choses. Ils peuvent être complémentés par des armes, d'autres types de cartes qui peuvent les compléter. Par exemple, je sais pas, ça peut être un chat, un chaton qui va être une première carte, et on va l'associer à une deuxième carte qui va être une épée, et puis peut-être qu'on va l'associer aussi avec une troisième carte qui va être un bouclier. Et avec ce petit chaton, avec cette carte de bouclier d'épée, va aller combattre un autre chat voilà, c'est une possibilité, c'est un exemple que je donne. Voilà ce qui est arrivé justement, les cartes, les jeux de cartes, mais du coup forcément, ces cartes, elles sont payantes, elles ont un coût. Autant il y a des jeux qui de base sont gratuits, autant il y a des jeux, et maintenant ça va plutôt dans ce sens-là, où on achète les cartes. Et donc, il faut bien sûr imaginer que si le jeu marche, eh bien, les cartes vont prendre de la valeur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à ce qu'on avait précédemment avec les jeux online, il y avait ce début de métaverse qui arrivait, eh bien, cette fois-ci, les joueurs peuvent aussi être récompensés et récupérer des récompenses. C'est là où ça devient très, très intéressant. Ce que j'appelle les travailleurs du net, maintenant peuvent être récompensés en jouant directement. Avant, ils étaient récompensés simplement en montant de niveau, sauf que maintenant, eh bien, en jouant, ils peuvent récupérer des récompenses. Et ces récompenses, c'est là où on a le côté métaverse, c'est qu'elles peuvent être plus ou moins sorties. Ces récompenses, comme je vous disais, les cartes et les éléments de jeu, comme les outils, les armes et autres, ce sont des NFT, mais les récompenses vont aussi être des NFT, vont aussi avoir de la valeur, vont être associées à ce qu'on appelle un token, à de la crypto-monnaie. Et c'est là où ça devient intéressant. Les jeux ont créé leur propre crypto-monnaie interne pour créer justement une économie et que justement ça soit, que ça soit jouable, qu'il y ait une économie et que ça puisse tourner. Il y a des jeux qui ont été très malins à ce niveau-là et qui du coup ont créé une vraie économie qui à la fois est achetable dans le monde réel. On va acheter avec notre carte bleue ou avec de la crypto-monnaie en général, on va acheter justement ces éléments-là, mais ces éléments après bien sûr peuvent être revendus. Donc on les achète, mais on peut aussi les revendre. Et du coup, il y a quelque chose d'un petit peu circulaire. C'est pas simplement en interne, il y a justement interne et externe. Et c'est là où ça fait toute la différence. Et il y a des jeux qui permettent justement de pouvoir réellement gagner de l'argent. Donc maintenant, les travailleurs du net peuvent enfin réellement gagner de l'argent pour le temps qu'ils y passent. Donc vous comprenez que cette vidéo est assez longue, mais c'est pour vous expliquer justement tout le cheminement et comment ça s'est passé, pour que vous compreniez justement comment on en arrive là. Et il y a des jeux qui ont très bien marché en termes justement de ça, de jeux crypto. Il y a CryptoBlade qui a très bien marché, qui a vraiment fait parler de lui. Bon, je regardais ça d'un petit peu loin, je me suis dit ouais. Est-ce qu'il est encore intéressant d'y aller? Je ne suis pas tout à fait sûr. Par contre, il y a un jeu, au moment où je fais cette vidéo, qui a toujours son intérêt et on peut voir pas mal de vidéos sur YouTube dessus, pas mal de gens qui jouent, qui s'appelle Axie Infinity. Axie Infinity, avec un jeu encore avec des chats. Autant CryptoBlade, où c'est des combattants, des mecs en armure qui se lattaient à coups de blade, d'épée. Autant Axie Infinity, ça va être des chatons qui vont faire différentes choses dans le jeu. Quand on voit justement l'interface est vraiment bien faite et c'est plutôt joli. Donc voilà, on va faire des quêtes, on va faire des choses et en fonction de ces quêtes qu'on va faire, on va obtenir des récompenses. Ces récompenses, bien sûr, elles sont adossées à un token et ce token, eh bien, il est échangeable sur des places de marché. On va pouvoir échanger nos récompenses dans ces jeux vidéo sur des places de marché
contre donc des crypto-monnaies qui ont plus de valeur, comme le Bitcoin, contre l'Ethereum, contre d'autres choses. Et même de toute façon, il y a ces tokens parfois qui sont directement associés à des blockchains qui ont déjà de la valeur. Moi, j'ai acheté il y a peu de temps du SAND, S-A-N-D, qui est donc un token d'un jeu vidéo, et j'ai aussi acheté du Gala. Et ces deux cryptos, donc ces deux jeux qui sont, en tout cas au moment où je fais cette vidéo, deux jeux vidéo qui sont très récents, et leurs tokens ont pris de la valeur. Je me suis fait de l'argent dessus, tout simplement. Donc c'est ça qui est un peu intéressant, c'est qu'autant vous pouvez vous faire de l'argent avec des NFT qui peuvent prendre de la valeur, parce que ces NFT ont une cote qui peut monter et bien sûr descendre, mais bien sûr les crypto-monnaies, les tokens, les récompenses du jeu peuvent aussi prendre de la valeur et puis bien sûr peuvent chuter aussi en fonction de l'intérêt du jeu vidéo, mais aussi en fonction simplement du cours et de l'économie. Vous savez, au final, c'est du trading aussi. Il y a du trading derrière, il y a une économie qui se fait, c'est de la crypto-monnaie, et donc c'est des histoires de marché, d'offres et de demande. Donc est-ce que le jeu plaît? Oui. Est-ce que le jeu plaît pas? En fonction aussi de ce que va faire les développeurs, ils peuvent aussi influencer justement sur la valeur de l'économie du jeu et donc forcément des tokens. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes à voir. Donc Axie Infinity, c'est un jeu que je peux vous recommander parce que voilà, il est très influent. Il y a pas mal de gens qui jouent dessus. Si vous voulez justement découvrir, si vous voulez vraiment vous faire de l'argent sur du play to earn, c'est peut-être pas forcément le jeu que je vous conseille de suite, ou tout le moins vous pouvez tester, vous allez pouvoir vous faire de l'argent. Je vous le dis, c'est qu'en Asie, il y a des familles d'argent et qui vivent grâce à ça, grâce à Axie Infinity. Il y a des familles qui ont créé même parfois des multi-comptes. Malheureusement, ils ont été un peu bannis pour certains. Là, Axie Infinity fait beaucoup plus attention maintenant aux multi-comptes. Mais voilà, il y a des familles en Asie qui, grâce à simplement 200 balles, il faut dire que c'est pas le même niveau de vie en France et dans certains pays du monde, faut se le dire, et bien grâce à ça, peuvent arriver à vivre, grâce à des jeux play to earn. Donc quand on arrive à gagner 200 balles par mois dans certains pays, eh bien on est plutôt content. Voire 600 parce qu'il y a des multi-comptes. Donc voilà comment pouvoir, avec le play to earn, le jeu vidéo, la crypto-monnaie, commencer à se gagner un complément de revenu. Mais surtout être récompensé un peu plus pour le temps qu'on y passe. Parce qu'il faut le dire, c'est que comme je vous le disais, dans certains mondes, dans certains jeux online, eh bien, les gens y passaient un temps dingue, n'étaient malheureusement pas récompensés pour le temps et le jeu et tout ce qui faisait vivre aussi, parce qu'il faisait vivre le jeu et l'économie à l'intérieur. Alors que maintenant, on sait que les travailleurs du net peuvent être récompensés grâce à la crypto-monnaie, grâce à ce qu'ils font. Ça peut être donc la publicité, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis bien sûr, cette crypto-monnaie qui maintenant, elle devient très intéressante. Donc, deux jeux dont je vous ai parlé, si vous voulez aller les voir, donc c'est, comme je vous l'ai dit, CryptoBlade et Axie Infinity. Il y a aussi donc d'autres jeux qui sont intéressants, qui sont sortis. Il y en a un dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo, qui est pour moi pour l'instant le numéro 1, qui fait beaucoup d'argent. C'est le bon moment pour y rentrer, vraiment. C'est le bon moment pour y rentrer parce que le cours a baissé. Le cours, je pense, va remonter. Mais bon, je ne suis pas devin. Mais je pense que l'entreprise derrière a fait en sorte que ça soit plus accessible pour les gens d'y rentrer. Et on en reparlera justement. Et je pense que c'est le bon moment pour y rentrer. Mais comme vous savez, je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple gars comme tout le monde, qui vous parle de ça parce que je trouve ça assez passionnant, qui vous le partage parce que je pense qu'il y a des choses à faire dedans. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Ce n'est pas un conseil, c'est juste je partage, tout simplement. Et voilà, je vous en parle demain de ce jeu vidéo. Mais en attendant, il y a d'autres jeux qui sont très intéressants. Il y a toute une économie qui est là, qui est en train de se faire. Il y a d'autres jeux qui vont arriver et qui vont être aussi énormes. Et je vais vous parler aussi, je pense pas demain, mais dans une autre vidéo, d'une entreprise française, et ouais, des Français, Cocorico, qui sont en train de faire un super projet, un truc assez énorme, avec des robots. Enfin voilà, je vous en reparlerai. En France, on a justement des gens qui étaient dans le business en ligne et qui se sont reconvertis là-dedans et qui ont compris justement le truc qui est en train de se passer. Et ils ont fait là, il y a peu de temps, donc une sorte de ICO, une sorte de levée de fonds en vendant justement avec une whitelist,
en vendant comme ça justement des NFT en avance. Voilà, et c'est en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a un monde qui est en train de s'ouvrir, et je pense qu'il ne faut pas le rater. En tout cas, c'est quand même bien plus sympa de se dire maintenant qu'on va pouvoir passer un peu de temps dans un jeu et pouvoir aussi être payé. Autant on va toujours continuer de toute façon à jouer à des jeux sur lesquels on va ne rien gagner, mais on va aussi parfois être content de pouvoir aussi, par le temps passé, avoir quelques petites récompenses. Il y a des jeux que vous connaissez sur les téléphones portables qui se jouent bien, je ne sais plus comment ils s'appellent. Bref, il y a des jeux un petit peu parfois multijoueurs où on joue contre, autant je peux jouer contre l'ordinateur, autant on joue aussi contre deux joueurs. Il y a ces jeux-là qui, après c'est des versions téléphone, mais bien sûr ça peut se passer on peut arriver toujours à basculer sur la version PC. Ces jeux-là, on trouve des ressources, on construit des armées, comme Clash of Clans, je crois que c'est ça. Je suis pas très jeux vidéo et ce genre de trucs, j'évite pour être no life. Donc voilà, ce genre de jeu où on construit, on va chercher des ressources et autres, tout ça, ça se fait, et dites-vous que ce type de jeu sont en train de voir justement, de penser à avoir justement leur propre crypto-monnaie, leur propre blockchain derrière. Donc ça, c'est intéressant. Pensez que si vous jouez déjà à ce type de jeu, sachez que certains jeux sont en train de voir justement ça pour mettre en place une économie de crypto-monnaie dans leur jeu. Ils vont l'intégrer. Donc ça va être vraiment très intéressant. Pour le temps que vous y passez, notamment parfois je pense aux toilettes, quand on passe du temps ou à l'arrêt de bus, on pourra se gagner peut-être 5 ou 10 euros par mois. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est toujours ça pour faire des courses ou se payer un petit resto. Donc, mais ça sera intéressant. À voir comment ça va se développer. Et puis bien sûr, il y aura des gens qui vont vraiment être les travailleurs du net et qui seront récompensés pour le temps qu'ils passent justement à créer une véritable économie et à aider les joueurs dans ces mondes-là à les faire vivre. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au Play to Earn, faire vraiment vous faire découvrir ça, vous lancer là-dessus, vous faire comprendre justement comment on en est arrivé là. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose et que ça va vous intéresser par la suite. Et donc là, vous allez voir dans la prochaine vidéo, je vais vraiment vous proposer un jeu où il y a de la thune à se faire, clairement. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!